Messieurs les chefs d'État de Tunisie, Libye, Niger, Mali, Mauritanie et Maroc, par lettre au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, par courtoisie diplomatique, au chef d'État du Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire et président de la Commission africaine. Dans les mots du thaumaturge algérien, Lounès Matoum, assassiné en 1996, c'est avec un cœur lourd que nous nous adressons à vous et nous vous saluons. Nous avons exprimé notre souhait de participer à l'élection présidentielle de septembre 2024 en Algérie. Au moyen de ce message, nous voulons vous parler de nos espérances pour toutes nos nations si nous sommes élus. Nos objectifs principaux pour la nation algérienne sont nos efforts pour la paix, l'opérationnalisation de la démocratie et de l'alternance, la sacralisation des droits de l'homme et l'instauration de l'État-providence. Ayant perdu beaucoup d'années de prospérité et de progrès, l'État-providence que nous mettrons en œuvre sera possible si chaque Algérien, collectivement, fournissent les efforts nécessaires pour combler chaque jour que Dieu fait, 7 jours de retard, et cela pendant au moins 10 ans. Ces efforts seront pour produire ce que nous mangerons, former les médecins, infirmiers, ingénieurs, enseignants, techniciens, administrateurs, soldats, officiers et tous les autres corps de métier qui, avec patriotisme, générosité et réduction de la corruption et de la rapine, garantiront la pérennité et solidité d'un tel État qui remplacera les massacres de l'austérité ordonnés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, par la parcimonie et la prévoyance. Dans le domaine des droits de l'homme et de la pratique politique, notre objectif est de rendre les Algériennes et les Algériens plus libres que l'État. Ainsi, ils passeront de l'état de sujet à celui de citoyen. Dans les situations de conflits internationaux, l'armée de nos soldats sera la dernière à intervenir. Pour nous, c'est d'abord la nation algérienne et ensuite son État qui activeront tous les moyens de résolution de conflits parmi lesquels nous citons l'anticipation des crises, discussion, dialogue et négociation, acceptation des intercessions, médiation et arbitrages régionaux et internationaux, sollicitation des organes de règlement de conflits, des organisations internationales interétatiques et la lecture du droit par la Cour internationale de justice. Étant un don de Dieu, la valeur de la vie de chaque Algérien est chère par nature et est financièrement coûteuse par les assurances qu'elle exige. L'intervention de notre armée dans les pays voisins sera si sévèrement codifiée dans ces textes régaliens qu'il lui sera quasiment impossible d'user des moyens de défense militaire que pour la protection de la patrie. Dans les situations de catastrophes naturelles, l'État algérien et sa nation qui inclut son armée interviendront avec les garanties nécessaires pour l'exécution de leur part de solidarité telle qu'ordonnée par Dieu, l'omnipotent, le miséricordieux, et le devoir moral de tout humain de prêter assistance aux souffrants. Pour notre part, pour toute l'Afrique du Nord, nous nous engageons à débrancher de la connerie politique internationale et des problèmes interétatiques artificiels la nation algérienne. Ainsi, nous lui permettrons de vivre dans le bonheur ses relations de sang et de fraternité avec les leurs dans vos pays. Donc, pour la circulation des personnes et uniquement des personnes dans une première phase, nous lèverons toute restriction à tout porteur d'une preuve de lien de sang et à toute personne bien intentionnée, comme les sportifs, artistes, intellectuels et universitaires souhaitant séjourner en Algérie. Il sera tout à fait naturel pour l'État algérien
et les vôtres de produire un consensus sur plus qu'une lutte, une guerre contre la traite humaine, le trafic d'armes, stupéfiants et drogues, laquelle devra être assise sur des accords juridiques et judiciaires communs. Dans les luttes politiques séparées aux communes, et pour éviter toute atteinte aux droits des résidents, un comité, conseil ou organe conjoint à pouvoir exécutoire sévira contre toute détention à caractère politique ou extradition, porteuse de risques contre la vie. La liberté de constitution d'avocats nord-africains ou de tout autre pays pour la défense de tous les accusés seront des garanties contraignantes et ou coercitives pour dynamiser la réalisation de la Charte universelle des droits de l'homme. Sans culture et pratiques politiques de coopération dans les pays de la région, en particulier dans celui des droits de l'homme, la mise en œuvre de mécanismes, dispositions compromissoires et récursoires sera un travail d'Hercule. Messieurs les chefs d'État, pour l'aide dont a témoigné le révolutionnaire et théoricien des révolutions Hussein Ahmed, qu'elles lui ont fourni pour son indépendance et au niveau régional, la nation algérienne est redevable auprès des nations tunisiennes, libyennes et marocaines. En regard, toutes les nations de notre espace régional et toute l'Afrique sont redevables aux révolutionnaires algériens et à la révolution algérienne pour l'obtention de leurs indépendances parce que la France, dirigée présentement par le roi Emmanuel Macron, avait décidé de faire de notre pays sa possession qu'elle a imposée dans l'article 6 du traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord, l'OTAN, en faisant du modèle universel de libération des peuples qu'est la révolution algérienne. Toutes nos nations, tous nos États ont un patrimoine historique commun, une solide base morale et un efficace cadre théorique pour se lancer dans de réels processus de souveraineté et d'autonomie politique et d'indépendance économique. L'identité anthropologique, les valeurs musulmanes partagées et les héritages culturels et scientifiques nés des mouvements des savants comme Ibn Khaldoun, Ibn Sina et dans un temps plus récent, Mohamed Al-Koun, sont un vecteur des plus nobles pour un meilleur développement et dépassement de certaines susceptibilités. Pour notre part, et dans un autre volet, c'est un bonheur que nous ressentons quand nous écoutons des œuvres de Lounes Mahtoub reprises en Libye, Tunisie et Maroc, ou les Libyennes, Tunisiennes, Marocaines et Nigériennes, comme celle de Nasr Rewan, Rouisha, Bombino et Tina Rewan, chantées en Algérie. Dans notre mémoire personnelle, le souvenir des rencontres sportives entre nos équipes nationales et clubs sportifs pour les honneurs et gains financiers, qui, dans une concurrence passionnée, se déroulaient dans le fair play et la joie qu'elles ont laissée, est indélébile. Nous comprenons que le sport peut constituer un levier, mais peu efficace, dans les négociations nécessaires entre nos États. Nous agirons du meilleur que nous pourrons pour faire de ce cadre d'échange et de fraternité un moyen positif et accepterons d'en rire si nos comédiens en font leur violon d'aigle, sujet de dérision ou critique et d'amusement pour la paix. La coopération universitaire, civile et militaire, dans ce domaine et dans l'économie, c'est un aperçu de nos intentions que nous exposons. Amélioration améliorable en qualité pédagogique et moyens d'hébergement. L'Algérie dispose d'une acceptable infrastructure d'universités, grandes écoles et d'écoles militaires. Pour les besoins de nos voisins, nous offrirons des conditions avantageuses pour la formation de leur encadrement de niveau supérieur pour leurs besoins en médecins, ingénieurs, énarques, enseignants et techniciens. Pour l'Algérie,
Avec les économies dans nos recettes internationales et l'optimisation de nos dépenses publiques, en plus de notre projet de transfert de la capitale vers le désert, cœur de notre patrie, nous lancerons dans le regard ce patrimoine universel de l'humanité pour la biodiversité que la nation continuera de protéger, l'érection de l'université internationale de l'Askrem ou de Tineinan, la participation de vos pays, en plus d'être la bienvenue, sera gagnante pour toutes nos nations et toute l'humanité. Ce complexe universitaire sera renforcé par l'intervention de sommités académiques des pays avancés et très avancés, pour lesquels l'État algérien déboursera des coûts de revient horaires qui avoisineraient les $1000 US. Pour relativiser ce coût, sa comparaison au coût des consultations des intervenants du FMI et de la Banque mondiale ou contrat des joueurs et entraîneurs de football en Algérie est un cadre. Les projets d'accompagnement de ce complexe universitaire seront des centres de recherche, des hôpitaux universitaires, des centrales d'alimentation en énergie renouvelable et en eau. Avec ces ressources, cet ensemble devra s'autosuffire avec la production agricole saharienne qu'elle pensera. L'économie et les échanges commerciaux avec le coût des externalités, internalités environnementales. En relançant le déjà existant transport ferroviaire maghrébin, en lançant le transport maritime sur toute la rive nord de la Méditerranée et en développant un souci sur le coût des externalités et internalités, ce secteur est générateur d'emplois et réducteur de coûts. Son multiplicateur sera un sujet de recherche pour les intéressés. Avec les vertus de l'économie géographique, une pratique ancestrale entre les peuples de la région louée par les académiciens Jared Diamond et Paul Krugman, il est triste de constater que les échanges commerciaux entre nos pays sont insignifiants dans les PIB régionaux. En ayant comme objectif un impact positif sur les inflations nationales, et pourquoi pas les salaires, en faisant des échanges économiques un moyen pour une solidarité, amitié et fraternité entre les peuples, tous les peuples de notre Afrique du Nord devront développer une solide coopération. En focalisant sur l'amélioration du bien-être des habitants et en évitant de se faire des illusions sur les échanges gagnant-gagnant, les directions politiques de nos pays doivent libérer leurs moyens de production et soutenir toutes les initiatives, tant coopératives qu'individuelles, avec des politiques de taux de change ou des ententes ou plurilatérales offensives sur ces taux. Des échanges commerciaux avec des tarifs préférentiels seront une aubaine pour nos peuples. Malheureusement, pour satisfaire les ordres de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et les exportations d'une partie des productions agricoles de la Tunisie, Maroc et Algérie que nous voyons dans les marchés canadiens impactent négativement leurs consommateurs et leur balance de paiement. Avec les pressions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc étant déjà étranglés par les LPM et LCM, ces projets d'entente seront attaqués par ces institutions et l'Union européenne. Nos courages politiques, nos patriotismes et appuis de nos nations seront nos moyens de réaction pour la défense de nos intérêts. Après le don de 450 millions de dollars US à la Tunisie, l'Algérie, avec des négociations qui pourront être difficiles, pourra faire mieux en rachetant les dettes internationales tunisiennes contractées sur les marchés mercantiles vautours secondaires. Ainsi, la Tunisie respirera mieux,
Une telle aide serait réalisable avec le Maroc. Avec les récents PIB du Maroc, Algérie et Tunisie, nos calculs montrent qu'avec le niveau de vie d'un Tunisien, l'Algérie, et si les Algériens acceptent de réduire leur niveau de vie, peut se permettre en une année d'augmenter sa population de la moitié de celle de la Tunisie. Avec l'immense prouesse des Libyens dans leur projet d'exploitation des eaux souterraines et leur distribution qu'est le GMMR, Great Man-Made River, avec une coopération avec les Algériens, sa transformation en bien commun ou sa réplication pure et simple dans notre désert, tout en étant ambitieux sur son expansion, l'espoir de vaincre la guerre de l'eau est possible. En rendant cette ressource vitale disponible et en évitant leur gigantisme qui ne sera que budgétivore, nous lancerons des projets agricoles dans plusieurs régions de notre Sahara. Les terres et les eaux algériennes sont frappées d'une déplétion et rareté qui ferait peur à toute personne consciente des enjeux qu'elle porte. En plus d'être ouvert au FDI, Foreign Direct Investments, nous solliciterons les financements avec libéralité de la Banque mondiale pour nos investissements agricoles dans notre désert. À cause du chômage endémique en Algérie, la disponibilité de la main-d'œuvre est garantie avec des incitatifs et coercitions. La ressource humaine sera encouragée à s'investir dans cette agriculture dont la production sera destinée prioritairement aux Algériens et aux peuples voisins. Pour nous, il est hors de question de brader ces deux ressources au profit de certains pays qui nous feront endurer ce que subissent le peuple et ressources éthiopiens. Dans ce souci de combattre l'insécurité alimentaire, nous développons aussi des ambitions d'investissement dans l'agriculture européenne sur les terres françaises, espagnoles et portugaises pour bénéficier des avantages de la politique agricole commune, la PAC. Dans le domaine de la monnaie, c'est en 2014 que nous avons décidé d'énoncer le caractère criminel fiduciaire du franc CFA. C'est depuis 2016-2017 que nous sommes rentrés en guerre contre Emmanuel Macron sur la présence de son armée dans la région. Déclarer que la CEDEAO, l'UMOA et l'UEMOA sont des organisations terroristes. Avec les moyens financiers de l'Algérie, la Chine et la Russie, excepté les pressions des USA et la menace de leur dollarisation forcée, les hésitations et tergiversations des peuples broyés par cette monnaie et ces organisations sont incompréhensibles. Au grand drame de la nation, l'État algérien et sa diplomatie fricotent depuis quelques années avec ce genre d'organisation criminelle et nous visons la CEDEAO. C'est aussi en 2014 que nous avons suggéré la création d'un marché international des ressources naturelles et du carbone dans lequel seront considérés les mécanismes du protocole de Kyoto et des ressources naturelles dans le Ténéré triangulaire, Algérie, Mali, Niger, qui sera ouvert aux autres pays de la région. Mais la violence de la France, de certains pays de l'OTAN, du FMI et de la Banque mondiale est un immense frein qu'il faudra casser. Avec nos décisions pour la monnaie algérienne, nous participerons aux discussions et négociations sur le destin de nos différentes monnaies pour éviter qu'elles deviennent des instruments de guerre et nous tenterons d'imposer une monnaie internationale ancrée sur l'air, la terre et l'eau. Le sport, les arts dans le plus grand désert partagé au monde. En plus d'encourager toutes les initiatives artistiques,
faire renaître ou créer ex nihilo des festivals pour le chant, théâtre engagé et cinéma, un musée de l'anthropologie amazigh et autres civilisations dans le désert algérien sera sans l'un de nos objectifs. Pour nos compatriotes d'Algérie, nous prenons l'engagement de reformater tous les championnats dans les sports amateurs par une nouvelle formule dans la dotation financière, répartition géographique, sport et équipe pour une meilleure fusion et amalgame de population. Avec la participation de tous les pays ayant une portion de ce désert, il est possible de lancer des compétitions de niveau mondial. Il est permis de rêver que les efforts de tous déboucheront sur la création de Jeux olympiques des Ténéré qui auront lieu tous les 3 ans pour compenser la disparition par les idioties politiques des Jeux africains. Les guerres et conflits, la paix et sécurité en Afrique du Nord. D'aucuns penseront que les guerres et conflits, la paix et sécurité en Afrique du Nord sont les sujets les plus difficiles à aborder, alors que ce sont les plus simples à arrêter pour les premiers et mettre en œuvre pour les seconds, parce que l'unanimité des peuples est d'office acquise. Ce qui est très complexe, c'est l'élévation des esprits politiques, l'aplanissement des divergences, l'obtention de la convergence des préférences et l'abandon des positions de hardliners des dirigeants. L'argument de simplicité est appuyé dans l'anthropologie et l'histoire de nos pays. L'un des rêves et au moins espoir de Hussein Ahmed a été l'unification de toute l'Afrique du Nord. S'il n'a pas été le premier, il en a été l'un de ses premiers visionnaires à parler de Tunigérie, une fusion de la Tunisie et de l'Algérie. En deuxième élément, la disponibilité de divers droits internationaux et mécanismes de résolution de conflits réduit le temps de conception de textes d'accords et garantit l'équité dans les négociations dans la mesure où ces droits ont été rédigés par des esprits éclairés venus de tous les continents. Pour l'argument d'histoire, il est double et en voici le premier élément. En commençant par des révoltes qui a créé son esprit, la révolution algérienne a démontré que la liberté des peuples est un sphinx qui renaît, ou encore une fois, dans les mots du démiurge Nasmatoub, l'atavisme se régénère. Le second, de 1830 à 1954, le peuple algérien a mis 124 ans pour lancer sa guerre de libération finale. Donc, plusieurs générations, descendances des peuples colonisés, seraient nécessaires pour éveiller les consciences patriotiques et allumer le feu de la liberté. Sur les conflits et projections de paix en Afrique du Nord, l'argument d'intelligence consiste à éliminer toutes les parties qui, pour maintenir leurs intérêts, favorisent les conflits interafricains. En tête de ces nuisibles, il y a Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Joseph Borrell et Charles Michel de l'Union européenne. Les USA, dans leur logique de contenir la Russie et la Chine, passent d'une position à son opposé. La Russie et la Chine, si leurs intérêts sont menacés, font le contraire des USA et sont indifférents dans les autres cas. Les Africains resteront toujours les derniers de la classe s'ils ignorent les négociations et ententes de deuxième niveau entre les différentes puissances. En 2025, avec le défaut de non-viabilité, des solutions de court terme, comme des cessez-le-feu et trêves en Afrique du Nord, pourront être mises en œuvre pour lancer la résolution des guerres et conflits en cours. Les crimes de guerre et génocide en Libye
et dans tous les Soudans sont revenus malgré les moultes interventions politiques et intercessions internationales. Ils ont débouché sur plus que des partitions, des fragmentations de territoires, annonciatrices de conflits tribaux et interethniques auto-exterminateurs dans un avenir très proche à cause de la pauvreté et de l'exploitation des ressources naturelles. En Afrique du Nord, Emmanuel Macron est en train de semer la pagaille entre l'Algérie et le Maroc d'un côté et entre l'Algérie, le Mali et le Niger d'un autre. L'Espagne, avec ses enclaves au Maroc et les enjeux énergétiques entre l'Algérie et l'Union européenne, est dans un jeu sournois. De plus, nous suspectons un sérieux différend sur les eaux territoriales et internationales entre nos pays et le Royaume d'Espagne. La présence du fonds d'investissement BlackRock dans le gazoduc géré par Medgaz, créé en 2011, et la participation financière de 3,4 millions d'euros de l'Union européenne sont des parties prenantes, stakeholders, qui pèseront lourd dans tous les processus de négociation. En ajoutant les conditions de financement de la Banque européenne d'investissement, d'une valeur de 1,1 million d'euros, nous le mettrons sur la place publique si nous sommes élus présidents. Avec les contrats signés et les prix au rabais pratiqués par l'Algérie envers certains pays européens desservis par ce gazoduc pipeline, la participation de l'UE et de la BUI ont été plus que compensées. Si tous les pays de l'Afrique du Nord et du continent africain avaient évité ce genre de contrat ou s'entendront pour les interdire à l'avenir, combien de non-africains auraient vécu avec des revenus supérieurs au seuil de pauvreté absolue définie par l'UFMI et utilisée dans les mesures et études économiques internationales, ou mieux encore, d'investissements productifs et d'infrastructures de santé et d'éducation auraient été bâtis. Ce contrat international multilatéral de l'Algérie est l'exemple de ce qui se passe en pire dans tous les autres pays de la région. En coopérant, ils amélioreront le droit international de l'Organisation pour le droit international de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, préviendront les conflits liés à cette fumisterie économique qu'est la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et démontreront le caractère odieux de ces prétendus accords, gagnant-gagnant accords, comme l'ont fait les USA auprès de l'organe de règlement des différends, l'ORD, de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, entre la Chine et la République démocratique du Congo. Entre l'Algérie et le Maroc, avec la faiblesse de l'ONU, le conflit du Sahara occidental est un poison. L'accès à l'Atlantique et à tous les pays de la région est régi par le droit international, mais avec la perte du statut de la nation la plus favorisée, il pose problème pour les États de la région membres de l'OMC. La directrice générale de l'OMC, africaine de surcroît, devra être invitée en compagnie des experts dans le droit du GATT pour expliquer et éventuellement produire une jurisprudence sur cet accès pour les pays intéressés. En associant la Libye et la Tunisie, plus qu'une entente, avec définition et délimitation des voies terrestres, un traité international régional pour l'accès à toutes ces eaux est possible. Sa conclusion sera le début de la montée en hauteur des vues des dirigeants de la région pour les intérêts de leur nation et de tous. Solution au conflit Algérie-Maroc autour du Sahara occidental. Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et la prorogation de la MINURSO
mission des Nations Unies pour l'organisation des référendums au Sahara occidental, nous font espérer l'avènement de la paix dans la région. Reconnu par l'ONU comme territoire non autonome, donc son Assemblée générale reconnaît les frontières du Sahara occidental et les populations qui y vivent. Si échec ou impasse après le référendum, le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice peuvent activer d'autres procédures. Les réfugiés sahraouis en Algérie, concentrés dans la région de Tindouf, ont besoin de se protéger dans l'avenir qu'ils se veulent, sans faire peser une quelconque menace ni contrainte sur ces populations de réfugiés. L'État algérien doit savoir quel sort leur sera décidé et dans quel délai. Dans ce sort, leur consultation en Algérie est indispensable, avec des missions internationales pour leurs avis. Ils diront ce qu'ils souhaitent, rentrer au Sahara occidental, continuer à vivre en Algérie ou s'établir dans d'autres pays. Selon les résultats, il est possible d'accorder la nationalité algérienne à ceux qui souhaitent s'intégrer sous l'égide des Nations Unies, délivrer des documents de voyage spéciaux pour ceux qui veulent s'établir dans d'autres pays. Et c'est à l'ONU d'identifier ces pays qui feront des offres d'accueil, comme c'est le cas pour les Ukrainiens et Palestiniens. Cette éventualité est un mauvais augure. Pour les Sahraouis qui souhaitent rentrer sur leur terre avec la nationalité sahraoui, l'ONU devra activer d'autres processus qui seront complexes à négocier. Une disposition additionnelle sera un désarmement des individus et une démilitarisation totale du territoire qui seront scellés dans un traité de non-intervention armée étrangère au Sahara occidental. Toutes ces solutions ne seront que provisoires parce qu'il est impossible de déterminer les comportements sociologiques et politiques futurs des uns et des autres vis-à-vis de la propriété d'une patrie et de la paix. En attendant, l'ONU, l'Union africaine, la Ligue arabe et le Conseil de coopération des pays du Golfe doivent dégager des dotations financières plus consistantes pour améliorer les conditions de vie des réfugiés et soulager l'État algérien des dépenses qu'il requiert. Cas du triangle des Bermudes de sable, formé par le Niger, Mali et l'Algérie, avec les décisions souveraines du Mali et Niger portant départ des forces étrangères de leur pays. C'est une petite avancée vers la paix que nous disons. Devrons-nous rappeler que nous avons fait partie de ces Africains d'Algérie qui ont bataillé pour cet objectif, mais aussi c'est en tant qu'Algériens que nous avions dit que l'accord d'Alger de 2015 était inefficace et irréalisable. La dissolution de facto du CEMOC, comité d'état-major opérationnel conjoint, devrait être remplacée par d'autres dispositions que nous avons exposées dans le message aux dirigeants des États de la région, à l'Assemblée générale de l'Union africaine et au président de sa commission. L'absence de l'Union africaine et de sa commission prouve l'extrême faiblesse du continent africain. L'expulsion de la MINUSMA est une erreur des dirigeants maliens. Si de par leur pays d'origine, non préparés à ce genre d'intervention, les effectifs militaires de cette mission sont faibles et financièrement coûteux, leurs exactions ont été un passif indéfendable. L'immensité des espaces à couvrir, la rudesse des conditions de la nature et l'absence de coopération des habitants de la région due à la terreur dans laquelle ils vivent en permanence présageaient de son échec. L'incapacité des forces maliennes et nigériennes à suppléer à ce départ ont créé les conditions qui font de cet espace un réel triangle des Bermudes du sable.
Si nous sommes satisfaits de la réaction de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, à notre lettre de mars 2016 portant sur notre proposition d'initiative internationale baptisée BRINA, l'absence de réaction des secrétaires généraux qui se sont succédés à sa tête que nous avons relancé et des autres destinataires nous oblige à tempérer nos attentes. Les autres destinataires ont été Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, Nkosazana Dlamini Zuma, président de la Commission de l'Union africaine, Nabil Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe. Dans cette initiative, nous reprenons 2 points. Déléguer une mission pour l'étude et l'évaluation des risques de violence populaire en Algérie et de l'embrasement sous-régional. Charger cette même mission d'évaluer les risques liés à la présence des forces de l'OTAN et autres forces internationales de la région. Nous devrons fournir une information additionnelle. En tant qu'élève à l'Université de Montréal sous la direction d'un professeur consultant auprès de l'ONU, nous avons fourni un très modeste travail sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, sujet passionnel, à l'ultime question du mitraillage que nous avons subi de l'assistance sur nos arguments pour une meilleure représentation de l'Afrique. Nous avions répondu que pour s'imposer, notre continent a besoin d'hommes comme Hussein Ahmed et Nelson Mandela. L'information et les réseaux de propagande. Si les régimes politiques des sous-développés pays de la région considèrent que tout est complot, il faudrait qu'ils sachent aussi que l'intelligence artificielle et les profilages des individus avec des algorithmes de type neuronal à des fins politiques et militaires via les réseaux sociaux est une arme de la soft power peu chère, très efficace, utilisée par toutes les puissances, organisations comme l'OTAN et autres forces liées à l'ultralibéralisme qui pourraient faire exploser tous les pays d'Afrique du Nord. Pour contrer cette arme, au lieu d'exacerber la répression et l'atteinte à l'honneur de leurs sujets, il faudrait que les dictatures africaines cèdent la place aux patriotes, libèrent la parole et leurs détenus politiques. Christopher Wiley, dans Mindfuck, like so many people in technology, I moved fast. I built things of immense power, and I never fully appreciated what I was breaking until it was too late. Toutes nos suggestions opérationnelles doivent être imaginées comme la somme de négociations difficiles à mener, d'équilibres impossibles à définir et instables pour ceux qui seront trouvés, sans oublier les pertes en vie humaine à cause des lugubres relations internationales, entêtements politiciens, antipatriotisme ambiant, des dépenses en dizaines de milliards d'unités monétaires des puissants qu'il faudra lever et désaffecter du bien-être des peuples seront indispensables pour la mise en œuvre des opérations de négociation, peace building, peacekeeping, disarmament, state building et autres. Messieurs les chefs d'État, notre message est lent, ce défaut à sa qualité, celle d'en reparler à l'avenir plus brièvement de ces sujets si cela s'impose. Nous sommes heureux d'être de la même patrie que Hussein Ahmed et l'Arabi Ben Mehdi, d'être du même continent que Modibo Keïta et Patrice Lumumba, de la même humanité que celle de Frantz Fanon. Par translation du principe d'incertitude de Werner Heisenberg aux ondes politiques et du théorème de l'incomplétude de Kurt Gödel aux solutions qui seront trouvées à tous ces problèmes, notre optimisme pour un meilleur futur de toutes les Nord-Africaines et tous les Nord-Africains ne peut être que modéré. Nous prions Dieu
le miséricordieux de nous éclairer et guider vers le meilleur dans ce que nous ferons pour notre patrie, compatriotes algériens, nord-africains et tous les Africains. Merci.